Et on va en parler avec nos invités. Mourad Batik, vous venez de nous rejoindre en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Maxime Brandchasser du service police-justice de BFM TV. Je salue à distance le docteur Olivier Dubois qui est psychiatre. D'abord, Maxime, que sait-on de l'état psychiatrique dans lequel se trouve le suspect et de son passé en la matière? Alors, dans l'état actuel, on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'il est hospitalisé, mais on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'on le rappelle, le procureur explique aussi qu'il était blessé physiquement. Donc ça peut être aussi pour ces raisons. On sait qu'il n'a pas été entendu par les enquêteurs pour l'instant, mais qu'il a vaguement évoqué aux policiers qui l'ont arrêté sa dépression, son mal-être et reconnaître avoir fait du mal à sa famille. Donc en ce moment, on ne sait pas. Il faudra une expertise pour savoir dans quel état psychiatrique il est. En revanche, on connaît son passé. On sait qu'en 2017, au moins, il a été interné grâce à des documents qu'on a retrouvés chez lui. On sait qu'il avait des ordonnances pour des calmants, qu'il a eu un suivi psychiatrique, qu'il a eu des épisodes que sa femme racontait, des épisodes suicidaires, de violence. Et on sait aussi qu'en 2019, il avait déjà blessé sa femme, il avait déjà poignardé sa femme. Après, et donc on a les auditions de sa femme à l'époque qui n'avait pas voulu porter plainte, qui avait raconté que depuis 8 jours, il n'était pas très bien, qu'il lui répétait « tu ne comprends pas, tu ne comprends pas », qu'un jour, il était allé dans la chambre avec les clés pour que personne ne sorte de la maison, qu'elle était allée le voir, il lui avait expliqué vouloir se suicider, et au moment où il lui tourne le dos, il lui avait donné un coup de couteau. Lui, plus tard, entendu par les enquêteurs, il expliquera qu'il a fait ça. Le coup est parti tout seul, nous explique le procureur. Il explique qu'il voulait s'en prendre à lui, mais surtout pas à sa famille. Il ira un peu en garde à vue. Il sortira de garde à vue parce qu'on jugera qu'il est à une abolition du discernement. Puis il retournera en garde à vue. Finalement, il ne sera pas condamné parce qu'on jugera que son discernement était aboli. Alors vous avez beaucoup de temps de parler dans les minutes qui viennent d'altération, d'abolition du discernement. On va évoquer ça dans un instant. Juste, docteur Dubois, merci d'être avec nous. Maxime Brandchasser nous le disait, l'individu a évoqué sa dépression, son mal-être personnel. Est-ce que la dépression, le mal-être personnel, ça peut être considéré comme des facteurs d'altération, voire d'abolition du discernement? Alors, généralement, quand une personne dépressive a une abolition du discernement, c'est plutôt contre lui-même. Vous voyez, les dépressifs, très généralement, sont amenés à se suicider et malheureusement, effectivement, dans leur désespoir, souvent sont amenés à commettre un crime envers eux-mêmes. Mais là, on peut pas considérer que la dépression seule entraîne le meurtre de 4 ou 5 personnes de l'entourage proche. Il y a sans doute d'autres dimensions, par exemple un délire, une interprétation, si vous voulez, de la situation qui a été jugée non pas uniquement à l'aune de la propre perception du sujet par rapport à lui-même, par rapport à son découragement, par rapport à ce qu'il a pu faire de mal ou d'erroné. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus complexe qui s'est mis dans son cerveau pour lui dire « agis, tue tous les autres autour de toi ». Parce que, voilà, il faut... Alors, on pourrait imaginer que dans un certain désespoir, une personne puisse dire... on peut l'imaginer qu'une personne puisse dire effectivement, moi, je pense que le monde est fichu, le monde va mal, il n'y a pas d'avenir pour nous dans cette société, ma situation financière est tellement désastreuse, je préfère vous voir tous mourir, comme ça au moins, c'est terminé, on n'en parlera plus, et finalement je vous libère du poids d'une société absolument inadaptée à notre famille. Bon, ça reste quand même très très compliqué pour expliquer un simple suicide. Docteur, on va revenir dans un instant sur les conséquences judiciaires si effectivement son jugement a été aboli ou altéré. Mais docteur, avant une question, comment les experts jaugent de son état? Comment on détermine si une personne a son jugement aboli, a son jugement altéré? C'est quoi? C'est des questions, c'est des tests? Et est-ce que c'est fiable comme expertise? Alors, on est sur... Alors, je vais juste poser la question, docteur. Pardon. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, l'expertise, elle va tenir compte des réponses du sujet. En fait, ce qui vraiment détermine le plus l'altération de la compréhension, de l'altération de la réalité, c'est, je dirais, la façon dont la personne répond qui va souvent, quand elle est altérée, être inadaptée à la réponse. Par exemple, oui, le monde va mal, la société est perturbée, ou j'entendais des voix qui me disaient, attention... ta famille, tes enfants sont en très grand danger, il faut les protéger. Vous voyez, ce genre de réponse-là qui pourrait très très bien être répondu, signerait vraiment l'altération de la pensée du sujet. Mais attention, je peux me permettre une petite digression par rapport à votre question. Il est certain que si cette personne
est dans ce fonctionnement-là, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est assez probable, parce que je ne vois pas très bien comment on peut expliquer autrement, d'ailleurs, ce geste qui n'a pas de sens, finalement. Eh bien, je crois que dans cette hypothèse-là, certes, on est dans la psychiatrie, certes, on n'est pas, en tout cas, que dans la justice, et la justice ne doit peut-être pas prendre toute la place de la décision, mais il faut absolument que la psychiatrie soit à ce moment-là renforcée dans sa prise en charge, qu'elle soit accompagnée judiciairement, Ouais, et que on ne fasse pas des hospitalisations qui durent 15 jours ou 3 semaines, mais des hospitalisations qui durent longtemps, et en tout cas qu'il y ait derrière des systèmes de protection et de sécurité de suivi qui soient obligatoires, avec une intensité, une précision absolue. Maître Batik, on comprend que là, on est dans l'expertise et c'est parfois un peu ténu. Il y a une chose qui est extrêmement claire, c'est que si les experts décident que l'individu a son discernement altéré, aboli ou pas du tout, ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a un principe cardinal dans le droit pénal français, c'est qu'il ne veut pas y avoir de crime sans intention criminelle. Je crois que c'est une bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas toucher à ce principe, quelle que soit l'émotion qui peut être la nôtre. Ça veut dire discernement aboli, pas de procès. Exactement. Discernement aboli, ça veut dire pas de procès. Discernement altéré, ça veut dire qu'il y a un procès, il y a des peines, mais il y a des peines qui seront minorées sous l'effet de l'altération du discernement. Maintenant, l'abolition du discernement, ça n'est pas quelque chose que l'avocat en défense peut obtenir très facilement. Vous voyez, il y a tout un processus, il y a des étapes à passer, à valider, évidemment avec des experts psychiatres. Dès lors qu'un expert psychiatre va dire, écoutez, concernant cet individu, il y a très probablement une abolition du discernement, le magistrat instructeur, le juge d'instruction va très probablement, ou le collège des juges d'instruction va très probablement désigner un autre, voire un collège eux-mêmes de psychiatres, pour avoir la confirmation de cette abolition du discernement qui devra être validée par la chambre d'instruction. Donc, ça n'est pas une mince affaire, c'est un processus long et c'est un processus qui, in fine, mène à effectivement ce qu'il n'y ait pas de procès, mais parce qu'on aura constaté médicalement que cette personne, au moment des faits, n'avait pas d'intention criminelle. Mais pas de procès, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas dangereuse. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette affaire, c'est qu'il y a des audiences qui existent malgré tout quand quelqu'un est reconnu irresponsable pénalement, et il peut y avoir des mesures de sûreté qui sont prises. Là, visiblement, en 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il a agressé sa femme avec un couteau, et là, paf, non-lieu, fin de l'histoire, pas de suivi, pas de mesures de sûreté. Comment vous l'expliquez ? Oui, parce que vous regardez ça aujourd'hui à travers ce crime, ces infanticides, ce féminicide, en disant c'était nécessairement une alerte qui devait nous dire attention, il va se passer quelque chose de grave. Sauf qu'à ce moment-là, au regard des faits, au regard des circonstances, au regard de l'infraction qui a été commise, il a été jugé à juste titre ou malheureusement, au regard des faits, on peut se dire qu'effectivement, il y a une erreur d'appréciation, mais au moment des faits, on a jugé que le coup qui a été donné ne nécessitait pas, effectivement, à ce que toute la société mette cette personne en marge de la société avec une hospitalisation sous contrainte. Maître Batik, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie aussi le docteur Olivier Dubois. On a tellement de questions à poser sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est passionnant. Il y en aura l'occasion, évidemment, d'y revenir sur l'antenne de BFM TV. Merci, Maxime Brandstetter.